L'actu du MMA FR, troisième épisode. Encore une fois, pas mal de mouvements depuis notre dernier épisode. D'ailleurs, beaucoup de nouveautés sont tombées juste après la publication. On va discuter aujourd'hui de Taylor Lapillus, Patrick Abirora et Baki, dont les adversaires sont maintenant connus. On va évidemment discuter de l'annonce du combat de Benoît Saint-Denis contre Joel Alvarez et bien plus encore juste après l'intro. D'ailleurs, on a quelques exclus, donc restez connectés pour tout le podcast. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Brian, on va commencer avec la big news. Benoît Saint-Denis contre Joel Alvarez à l'UFC 315 à Montréal. Même carte que Manon Fiorot qui cherchera à conquérir le titre détenu par Valentina Shevchenko. C'est officiel. Suite aux rumeurs d'il y a un mois, j'avais un peu préenregistré un podcast solo, je vous avoue, donc mon ressenti est déjà public. Je te laisse donc la plateforme pour donner le tien. Ressenti. Bon, bah écoute, déjà on s'y attendait un petit peu, hein, il y avait quand même pas mal de rumeurs qui se sont confirmées. Moi, sur le combat, alors il y a deux choses qui sont importantes sur ce combat-là. La première, c'est d'aller voir les combats de Joel Alvarez, parce que c'est vrai que quand on écoute un petit peu les différents journalistes, etc., ça reste un combat compliqué. Je suis d'accord. Mais ça vaut le coup quand même de regarder qui est Joel Alvarez. Et alors, la deuxième chose qui pour moi est importante sur ce combat, c'est le dernier vlog de Benoît Saint-Denis. Et c'est un vlog pour moi qui me rassure grandement. Sur 3 points. 3 points dont on avait parlé. Hein. Je pense qu'il y en a souvent peut-être des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Mais les 3 points, c'était accepter de dire que Benoît Saint-Denis n'a pas encore le niveau suffisant debout en striking, ce qu'a dit son coach. Donc il le rejoint, c'est-à-dire qu'on est capable d'être neutre entre guillemets et objectif sur le niveau. Il est excellent en lutte via son agressivité, via sa capacité à imposer son propre rythme. Par contre, il y avait des faiblesses debout. Et ça, c'est une première chose. Donc, c'est-à-dire qu'un de ses points faibles, il est repéré, ils vont travailler dessus. La deuxième, on en avait parlé, moi, je trouvais qu'il, et je suis pas le seul, hein, mais que c'est lui qui dirigeait le bateau, qu'il était presque head coach, qu'il avait pris un rôle un peu où il décidait, il disait ce qu'il faisait, il trouvait un peu facilement, on l'a vu même sur des combats de grappling où il trouvait rapidement des excuses ou oui mais. Là, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc là, sur la dernière interview qu'il a fait à RMC, il y a le reportage et RMC. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils disent qu'il devait redevenir un soldat, tu vois, et qu'il devait avoir un général qui donnait les informations. Et ça me fait grandement plaisir parce que je pense que c'est pas de répondre à tous les ordres bêtement, etc. C'est d'avoir un bon général, d'être d'accord avec la mission et de faire la mission. Donc ça, c'est le deuxième gros point qui est important. Et le troisième point qui est important, c'est la recherche un petit peu du confort dans les camps d'entraînement plus tu montes, c'est-à-dire de plus te remettre à la... Comment dire ça ? Pour moi une fois que tu arrives à un certain niveau, tu as besoin d'individualiser tes séances avec des gars qui viennent pour toi, qui sont autour de toi. Et tu as besoin de te remettre de temps en temps à un statut qui t'a amené jusqu'ici, c'est-à-dire dans le mix, avec d'autres gars qui en veulent, etc. Et être une sorte de numéro, tu vois. Moi, j'aime beaucoup le côté entraînement collectif, tu as un numéro, tu fais les choses, tu restes où tu es. Et entraînement individuel, tu es sur qui on fait toute la séance. Et là, de le voir retourner dans des entraînements avec des jeunes, etc., où il se remet à un statut qui l'a amené jusque-là, ça me plaît énormément parce que ça le met, entre guillemets, dans le dur. Alors, entre guillemets, tu vois, dur, pas sur l'aspect esthétique, mais sur l'aspect mental, quoi, tu vois. Ouais, il y a une sortie de la zone de confort. Parce qu'en fait, quand tout est structuré autour de toi, à terme, ça devient une position confortable. Et là, se remettre un peu dans les cours collectifs, c'est se remettre dans sa zone d'effort. Ouais, et puis c'est se remettre aussi dans la dynamique qui t'a amené jusqu'ici, tu vois. Ouais. Parce que j'imagine, enfin voilà, entre avoir des gars qui s'enchaînent sur toi en temps de sparring, ça peut être aussi difficile, peut être plus difficile physiquement que d'être dans un cours collectif où, tu vois,
Mais Tout c'est le pas monde le est même autant statut. fatigué, ouais. Ouais, voilà. Mais c'est pas le même statut, c'est pas la même hargne, tu vois. Ouais, et puis Et la place de l'ego aussi. Quand tout est voilà. fait autour de toi, ben, au final, tu deviens la star de ton équipe. Et quand tu reviens Ouais. un peu au même niveau que les autres, on va dire, ben, Ouais. tu reprends une certaine place où ton ego va redescendre. Et il faut savoir gérer cet ego. On en avait d'ailleurs parlé avec Nicolas Hott que l'ego a sa place dans le MMA et dans la Exactement. réussite, mais ça peut être ton meilleur ami comme ton pire ennemi. Et la Mm. frontière est très très fine. Et donc là, on se retrouve sur le mix entre guillemets parfait. Moi, ce que j'espérais voir en tout cas pour le revoir se remettre sur les rails. Alors, ça n'empêche pas qu'il a un adversaire très solide, hein, Joël Alvarez, et mais je pense que ça reste un adversaire qui est prenable Mhm. et qui lui permettra de bien rebondir. Ouais. Donc je pense, c'est Joël Alvarez qui est favori pour l'instant. J'ai pas vu de code de Paris, tiens. Ça me surprendrait pas parce que comme on Vu l'a la reçu beaucoup, dynamique, ouais. ouais c'est ça, on l'a reçu beaucoup dans les commentaires sur ma vidéo où les gens se plaignaient entre guillemets que j'étais peut-être un peu trop positif. Un des commentaires qui revient souvent, c'est effectivement, t'as Benoît Saint-Denis qui est sur 2 dures défaites consécutives et t'as Joel Alvarez qui est sur une série de victoires et de très belles victoires contre des bons noms aussi. Donc effectivement, ne fût-ce que sur le narratif, bah, tu Ouais. partirais du principe que Joel sera favori. Et honnêtement, oui, pour moi, ce serait justifié que Joel Alvarez soit favori sur papier. Je pense qu'il y a des vrais chemins de victoire pour BSD, mais si on doit émettre un favori à l'instant T, je me positionnerais sur OK. Enfin, si Unibet.fr m'appelle, je dis il faut mettre Joel Alvarez favori. Ouais. Oui, bah écoute, je vais peut-être prendre les foudres, mais moi je vois vraiment un chemin assez tracé pour Benoît Saint-Denis de Mm. l'emporter. Mais voilà, on est plutôt entre guillemets sur un 50-50. Je suis d'accord que Joël Alvarez est très bon au sol, Ouais. mais je ne pense pas qu'il ait le niveau ni le style de sol de Moïcano, tu vois. Ouais. Je pense qu'il a un jiu-jitsu qui est beaucoup plus traditionnel, travailler sur son dos, chercher le contrôle des poignets, sortir les hanches. Mhm. Et effectivement, si tu te retrouves sous lui après un sprawl, eh bien, il a des longs bras, hein, il est grand, longiligne, et il a un bon anaconda, etc. Tu vois, une Mm. darse. Je sais pas s'il utilise la darse ou l'anaconda, mais un des deux, tu vois. Et voilà. Guillotine aussi. Hein. Guillotine, il va beaucoup la chercher. Donc, Ouais. est-ce qu'il a beaucoup de finish par guillotine? Alors, je sais qu'on en avait parlé. Là, il a un KO dans sa guillotine dans son dernier combat contre Klose, là où c'est quoi, Ouais, genou ouais, sauté, il prend Klose dans la guillotine et puis il met KO à partir de là. C'était spectaculaire. C'était vraiment non, ultra c'était sympa. créatif et ouais, sympa à voir. Maintenant sur le palmarès, je t'avoue que je le connais pas suffisamment par cœur pour vous dire combien il y a de guillotines dessus, mais j'imagine qu'il en a. Il a un style. Enfin, il est grand. Il est, comme tu l'as dit, j'imagine. J'ose espérer pour lui d'ailleurs qu'il a au moins une guillotine debout, vu son format par rapport à la division. Mm. Non, mais voilà, moi personnellement, je serais, je vais pas dire confiant, mais enfin voilà, il y a Tsaroukian qui a vraiment montré le chemin pour y aller. Mhm. Euh, Écoute, guillotine, moi j'en vois pas pour l'instant. Ah si, deux au AFL. Mhm. Au AFL, avant de signer à l'UFC, les Dars qui passent, et 2 à l'UFC. Ah ouais. Ouais, donc ouais, ça. Non, une à l'UFC, Joe Duffy, il a placé une guillotine. Ouh. Ah, c'est un nom que j'ai plus entendu depuis longtemps. Je kiffe ce combattant. Hmm. Petite Écoute, parenthèse, mais ouais. ouais, pour moi, c'est plutôt un 50-50. Mhm. Je pense que les deux ont véritablement des armes, qu'il y a un vrai chemin de victoire du côté de Benoît Saint-Denis, Ouais. que Joël Alvarez, il va arriver comme il est. Effectivement, il a des chemins de victoire, il est opportuniste, il est bon debout, il tape fort, mais, je resterai quand même assez confiant. Je resterai quand même assez Ouais. confiant sur ce combat-là. Ah bah écoute, ça me rassure. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder ma vidéo, mais ouais, on est assez alignés sur notre ressenti. Ouais, et vous savez que enfin, je suis honnête avec Benoît Saint-Denis, moi, personnellement, ça m'a déjà pris, je me suis déjà pris des foudres, mais je suis honnête avec Benoît Saint-Denis, là-dessus, je suis confiant, je suis pas, j'allais Ah, pas dire, genre, ouais, t'es machin, ouais. truc, tu vois. C'est ça qui est de marrant, c'est quand t'as un podcast depuis suffisamment longtemps, tu vas avoir des commentaires dans les deux sens. Je me rappelle, le meilleur exemple, c'est quand on couvrait Baki contre Doumbé, on a reçu les 4 types de commentaires. Vous êtes des haters de Baki, vous êtes des haters de Doumbé, vous êtes trop des suceurs de Doumbé et vous êtes trop des suceurs de Baki. On a eu les Ouais. 4 commentaires, les 4. Et donc là, effectivement, c'est bien que tu renuances en disant que effectivement, t'as toujours été
intègre par rapport à ton analyse sur Benoît Saint-Denis. Quand c'était négatif, c'était négatif. On s'est pris des foudres quand on l'a pas mis favori contre Bonfim alors qu'il a gagné. Et bon, maintenant, on sent qu'il a un vrai chemin de victoire et les gens nous retombent dessus quand même en disant non, il va se faire exploser, etc. Ouais. Mais bon, c'est la réalité d'Internet aujourd'hui, c'est tout. Après, je reviens sur les points que j'ai dit. Pour moi, peut-être que si je n'avais, enfin voilà, clairement, il serait resté dans la même dynamique qu'il était avant Paris et tout, en restant dans le sud, sans s'entourer de personnes, je vais pas dire compétentes, mais qui ont le niveau de compétence requis pour ce niveau-là. Mm-hmm. Je vous rejoindrai. Mais là, en tout cas, je suis vraiment rassuré sur la dynamique que prend son camp, sur la dynamique que prend son mental ou sa manière d'appréhender la suite. Donc, c'est pour ça. Clairement, s'il n'y aurait pas ça, je vous avoue que non, je me dirais ça va pas le faire. Ben, en fait, si on était analyste américain, cette partie-là ferait partie des facteurs X qui nous permettrait de rapprocher les cotes si on donnait Alvarez favori. Et c'est pour ça que moi je dis, si Unibet m'appelle, je donnerai Alvarez favori parce que c'est comme ça que tu vas maximiser le nombre de placements sur Alvarez et sur BSD. Et tu parierais sur BSD. Oui, carrément, parce que pour moi, non, mais c'est vrai, mais parce que tout ce qu'on a analysé, la proximité qu'on a aussi avec Nicolas Hutt et la faculté qu'on a de comprendre les vlogs de BSD sont des éléments qui vont nous rassurer et qui vont donner de la valeur à la cote de BSD qu'on n'aurait pas si on suivait pas ça de si près. Tout à fait. Ok, maintenant qu'on a passé le sujet focus, on va revenir dans le passé. La semaine passée, on parlait de l'Hexagone 25, qui a donc eu lieu le week-end d'avant. On y retient une victoire expéditive, encore une fois dans sa carrière, de Lévi Cariel, un très très beau KO. Et on retient évidemment la victoire par triangle au premier round de Wilson Varela, qui s'empare de la ceinture lightweight. Un combat contre Amin Ayoub semble inévitable et moi personnellement je signe. On en a déjà parlé, mais ça m'intéresse. Ouais, bah écoute, bien sûr, hein, franchement, ça vaut vraiment le coup. Chouette combat, hein, chouette combat. Moi, je trouve que Bivol, il faut garder aussi un œil dessus. Ouais. Effectivement, bon, bah, il a perdu, mais il a poussé Varela, connu pour son striking, à lutter, à grappler et montrer qu'il a un véritable très bon niveau, parce que sa transition pour obtenir le triangle est très très chouette. Mais Bivol, voilà, jeune dans la carrière, franchement, techniquement, en striking, il touche bien, il met un bon knockdown à Varela au premier, ses sidekicks, ses retournés, il faut garder un œil dessus. En tout cas, c'est plaisant, vraiment plaisant sur les événements français d'avoir ce type de combattant, clairement. Ouais, et ce genre de niveau, j'ai trouvé que c'était un beau main event avec du bon niveau qui était mis en avant. Donc c'est pas, enfin voilà, c'est un vrai combat pour une ceinture au niveau régional, quoi. Ah ouais, non, franchement, c'est niveau régional. Pour un événement régional, le main event, la ceinture, 2 combattants striker, comment ça a démarré, franchement, c'est ce que t'attends des fois, tu vois, sur des combats à l'UFC, quoi, tu vois, des gars qui arrivent, qui viennent pour échanger, qui boxent bien, qui tapent fort. Non, c'était agréable. Ouais, vraiment très très chouette et effectivement ça, ouais, comme je dis, pour la suite, ça donne envie de voir Varela contre Ayoub. Oui. Ce combat-là me donne envie de voir Varela se faire tester aussi par quelqu'un qui a plus d'expérience. Parce que, comme tu l'as dit, Bivol, je crois qu'il faut garder un œil dessus. Et on a peut-être senti un tout petit peu ce côté... c'était quoi, son 7e combat professionnel? Face à Varela, c'était son 17e combat... Non, 19e combat professionnel. Peu importe, dans ces eaux-là. Avec une expérience en dehors du MMA aussi, à haut niveau. Donc... voilà, forcément, sur papier, ça, c'était un élément à considérer. C'était la différence d'expérience. Ah bah oui, là, clairement, c'est ce qui a manqué pour moi à Bivol. Hein. Il a très, très bien fait son entame. Il était un peu trop agressif, un peu trop... c'était un synchrone, tu vois. Il est pas parti sur une dynamique de synchrone. Et puis, bah voilà, il faut rattraper le retard en grappling, au sol. Ce qu'avait fait Varela, il l'a prouvé le week-end dernier. Par contre, Amin Ayoub, je pense pas que ça va être la même affaire si ça va au sol, tu vois. Clairement pas du tout la même expérience, c'est pas du tout la même. Il va pas
imposer la même dynamique. Ça va être un combat beaucoup plus stratégique. Donc oui, Mhm. clairement, je pense que c'est un très bon combat pour la suite. Ouais, bah, Hexagone, ils ont tout intérêt à le faire parce que ça créerait une très belle hype, autant Mm. sur, je crois, les échanges qu'il y aura sur les réseaux entre les deux combattants, mais simplement sur le niveau que ça peut proposer. Mm. Tant qu'on est sur l'Hexagone, plusieurs annonces. On vous l'avait dit la semaine passée aussi, Paul Dena fera ses débuts professionnels le 25 avril à l'Hexagone à Lille. On connaît maintenant son adversaire. Il s'agit de Saber Talmoust qui a 1-1. Rien de spécial pour moi, c'est ce à quoi on s'attend, honnêtement, des débuts pro. Pour quelqu'un comme Paul Dena, tu t'attends à ce qu'il soit favori dans ses débuts, donc rien de choquant. Est-ce que tu as un avis particulier Bah écoute, pas d'avis particulier, hein. Moi, je connaissais pas l'adversaire, donc je suis parti Moi non regarder plus. Ouais. son dernier combat, qui est une défaite, mais voilà, c'est un adversaire qui reste. Euh, donc moi, j'ai noté droitier, puissant, agressif. Donc c'est un bon test. C'est un bon test. Effectivement, enfin voilà, c'est pas un journeyman, un gars qui vient pour Du le tout. chèque. C'est un gars Ouais. qui va venir pour se battre, qui va manquer d'expérience clairement, qui sera underdog clairement. Mais par contre, il faut pas le prendre à la légère non plus. Non. Donc c'est un test parfait pour Paul Dena, pour montrer de la maturité et sa compétence à gérer ce genre de profil. Mhm. Parce que plus il est monté de niveau en amateur et moins il a eu à faire à ce genre de gars un peu agressif comme ça, tu Ouais. vois. C'était un peu plus stratégique sur ses derniers combats. Donc là, c'est retour un petit peu aux sources, mais sur un 3x5 avec des petits gants. Il va falloir, oui, il va falloir se méfier. Mais je le vois le faire et nous proposer de belles choses, quoi. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. C'est un combat logique. Voilà, c'est un combat logique pour ses Ouais, mais débuts. Ils sont pas allés chercher le mec à 0,4 super facile. Ils sont pas allés non, lui mettre mais un tueur à gage. Voilà, c'est vraiment un truc qui va le tester pour faire sa transition. Et c'est important. Il a tellement d'expérience en amateur Hmm. que faire ta transition en pro, c'est de temps en temps plus compliqué. Tellement tu t'es Ouais, habitué au style amateur, au 3x3, ouais, bah aux 3x3, règles, etc. on doit pas oublier que son dernier 3x3 a été compliqué, hein, sur le plan du cardio, Ouais, hein. mais Il a justement, été très ouais. compliqué, donc là on a une vraie transition en 3x5, ce qui est pas le double du temps, mais quasiment, tu vois. La logique, franchement, tu parles de logique, je suis entièrement d'accord. Ça devrait être la logique d'avoir ce genre de combat en début pro. Effectivement, on a quand même eu en France, alors qu'on critiquait pas mal les autres pays étrangers, beaucoup de débuts pro avec des gars en face qui arrivaient et qui avaient rien à faire dans une cage, tu vois. Mhm. Et là, c'est pas le cas. Ouais. L'adversaire, il vient, ouais, non, il est, je vais pas dire compétent, tu vois. Clairement, il n'a pas la même expérience, mais c'est un bon profil de démarrage. Euh, ouais, il y aura un petit peu pas de stress, tu vois, mais il faudra pas qu'il prenne la. Ouais, ben, c'est ça qu'on veut en fait. Ouais, Pour gagner, il doit le prendre au sérieux. C'est ça le narratif que tu as envie pour voilà, les débuts pro de quelqu'un qui a du potentiel et qui met toutes les chances de son côté. voilà, exactement. Alors, d'autres combattants et ou combats sont annoncés sur cette carte. On a Mathieu Leto qui défendra son titre. Mhm. On a Samba Sima qui passe en pro sur cette carte également. Il a un gros palmarès amateur pour ceux qui ne le connaissent pas, un 21-4 en amateur, champion AEC, vice-champion du monde IMMAF. On a un Il affronte un Vas-y. Vénézuélien, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Mhm. On a également Brachet contre Kobakidze. Ah, ça va être un chouette combat. Ouais, moi j'ai Brachet dans mon collimateur des prospects depuis que j'ai commenté son combat à l'YFC, l'organisation d'Ibra TV. J'avais vu son combat, j'étais oula, ok, lui je vais retenir son nom. Et Ouais. force est de constater qu'il fait un très bon début de carrière. Non, non, ouais, ça c'est un gars qui a pas fait, qui est pas passé par le circuit amateur, hein, si je dis pas de bêtises. Et très rapidement en pro, il a vraiment un style pro et très très intéressant. Il est managé par la BTT, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, Mm, mm, tout à mm. fait. Non, ça va être très intéressant comme combat. Et Koba Kidze, si je prononce bien, c'est ça, hein, Ouais, qui s'entraîne à l'US Metro. ouais. Ouais, ouais. Donc pareil, un gars qui a été construit un peu à la dure aussi. Enfin, là, c'est de mémoire, j'ai pas fait mes devoirs sur ce combat-là. Mais je pense qu'il va arriver très très bien préparé et que c'est un gros test, hein, pour les deux, quoi. Ouais, pour les deux. C'est Mm. franchement un solide combat, très solide Ouais. combat. Et finalement, on a Alan Landouzi qui sera également sur la carte, donc celui qui est médaillé d'or des IMMAF Europe et dernier adversaire de Paul Dena ou avant-dernier? Mm, mm. Dernier. Dernier.
Ok. Donc franchement, la carte là à Lille, elle se construit plutôt bien pour l'Hexagone. J'ai hâte de pouvoir de suivre le reste de la construction, mais de temps en temps, l'Hexagone, t'as vraiment un peu comme le week-end passé, on va être honnête, hein, t'as vraiment le main event et puis le reste, tu fais pas trop attention. Et ici, on a l'impression qu'il va y avoir ce qu'on appelle de la profondeur sur la carte, c'est-à-dire qu'on va avoir quelques très beaux combats en haut de carte, mais même le reste de la carte va être construit avec de l'intérêt, de l'intrigue, de l'enjeu, du niveau, quoi. Ouais, non, clairement. Juste pour en revenir sur Nika Kobakidze, il a 6-2. Il a eu aucun combat amateur, les 2 revers sur ses 2 premiers combats. Et là, il est sur 6 victoires d'affilée. Mhm. Donc, non, c'est 6-2, en face 7-1. Donc, tous les deux 8 combats. Franchement, le matchmaking est vraiment très, très propre sur ce combat-là. Ouais, là c'est propre. Là c'est vraiment Mhm. très très propre. Alors, on vient de parler de Samba Sima, champion AEC. Ça a bougé aussi du côté de l'AEC avec l'annonce de leur ceinture middleweight qui sera mise en jeu le 3 mai à Fréjus. Gros, très très gros combat entre Kalim Mastouri, 12-1 en amateur, 12 victoires par soumission, champion d'Europe IMMAF, et il est face à Johan Morero, invaincu en 8 combats amateurs. Franchement, là c'est une pépite de combat. Franchement, Ouais, ça Willy pareil, Sirop, hein. il fait un sacré sacré travail. Non, ça, c'est clair que c'est très, très solide, ouais. Très solide comme combat. Ouais, j'ai Franchement, parce vraiment que hâte de voir celui-là. Ouais. Kalim Mastouri, champion ceinture noire de Jiu-Jitsu, jiu-jitsu il est brésilien. passé 2 fois à l'ADCX, là où avait Ouais, c'est combattu ça, c'est ça, c'est Saint-Denis ça. contre Diakiez. Ouais. Et franchement, suite à cette dernière victoire, moi, je me disais que il allait devoir passer en pro, personne n'allait vouloir l'affronter. Mhm. Et puis, quand ils ont annoncé ce coup-là, je me suis dit, qui est son adversaire? Et il a l'air très, très solide. Donc, Ouais. ouais, pareil, même chose. Matchmaking très carré. Ouais, parce que c'est pas facile de trouver un adversaire pour Kalim Mastouri. Si je dis pas de bêtises, j'ai vu parce que c'est un poulain à Aldric, j'ai vu Aldric partager le fait qu'il était amateur numéro 1 en Europe. Donc va-t-on trouver un adversaire pour lui en France? Et franchement, voilà, Morero, c'est un challenge. C'est un challenge, donc ça va être un très beau combat. Et en plus de ça, on a récupéré un petit mot de Kalim Mastouri qu'on vous passe tout de suite. Salut les gars, c'est Kalim Mastouri. Donc merci à Fight Minds pour l'invitation. Retrouvez-moi pour mon prochain combat le 3 mai à l'AEC pour la ceinture des moins 84 kg contre Johan Morero. C'est une étape de plus. J'ai été formé maintenant à faire des formats compétition type MMA League. J'ai fait 2-3 galas. Et là, ça va être mon premier gala dans lequel je vais pouvoir participer, on va dire, en étant un des combats principaux, un des combats les plus attendus, c'est un combat pour une ceinture. Donc, ça m'a habitué pour ma carrière professionnelle à savoir gérer ce genre de situation parce que j'ambitionne bien évidemment de décrocher de plus grosses ceintures et la ceinture de l'AEC amateur au fur et à mesure de ma carrière. Donc, franchement, ça va être très formateur pour l'avenir et je vois ça comme une grosse chance de prendre énormément d'expérience pour l'avenir. Concernant mes ambitions personnelles, c'est très simple. Il y a en une demi-heure les championnats du monde IMAF. Là, j'ai gagné le titre européen, donc forcément, la suite, c'est le monde. Du coup, il y a le championnat France également, titre que je n'ai pas pu remporter la saison dernière vu que j'ai perdu en demi-finale. Et je vais essayer de ma revanche de cette compétition et ramener le titre. Et également, faire un maximum de combats, être le plus actif aussi, profiter de ce temps amateur pour pouvoir prendre de l'XP un maximum. Et pourquoi pas, si d'autres ceintures de organisation se présentent, pourquoi pas ne pas saisir l'offre. Je suis en tout cas demandeur. Donc si des matchmakers ou quoi assistent à cette émission, regardent cette émission, donc me contacter directement moi ou mon management pour pouvoir me proposer des title shots, je suis très partant. On se dirige vers l'Ares, où le main event de leur 30e édition est officiel. Ce sera bel et bien Beysangour Shamsudinov, plus connu sous Baki, et ce sera bel et bien pour le titre, mais ça ne sera pas contre Félix Klinkhammer, qui était le champion et qui doit laisser sa ceinture vacante. Baki la disputera donc face à Thiago Lima, à Ares 30, donc le 16 mai. Thiago Lima, 10-1, je suis très belge, en professionnel, contre un palmarès combiné à 49-26. Il est 170e sur Fight Matrix. À titre de référence, Doumbé est 136e, Baki est 5 places derrière, Klinkhammer est 151e, Jousset est 164e et Brahimaj est derrière lui, 185e. Donc c'était pour donner un gars qui est encore à l'UFC aujourd'hui et qui est à 3-3 à l'UFC. Donc honnêtement, moi je suis pas encore allé voir ce que vaut Thiago Lima en termes de combat, mais sur papier, ça m'a l'air
ok. C'est vrai que quand on voit un Brésilien, on se dit directement, bah, Ah ouais. bien. Là, sur papier, ça m'a l'air d'être un Brésilien compétitif. Bah écoute, clairement, moi, quand j'ai vu l'annonce, je fais, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont partis chercher, tu vois. Et puis après, j'ai regardé le palmarès, j'ai regardé rapidement les combats, mais je te parle de ça la semaine dernière, et je suis revenu un peu sur ce que j'ai pensé au début. Mhm. Enfin voilà, il faut avoir en tête que Ares n'a pas les financements d'un PFL, d'une organisation mondiale. Donc elle a une certaine limite de financement. Elle a un combattant voilà, qui est problématique à affronter, qui n'a pas montré réellement de chemin de victoire facile à prendre, tu vois. Et donc, il fallait, franchement, au niveau du matchmaking, on a parlé des très bons matchmaking. Ben là encore, oui, c'est pas le combat qu'on attend, clairement, mais le combat qu'on attend, c'est pas la question de Ares, c'est Baïsangour dans une organisation mondiale, c'est Ouais. tout. Mhm. Donc, il a un contrat à finir. Moi, je suis. Enfin voilà, moi je suis pour la signature de contrat parce que je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Je comprends la dynamique du RS, que ce soit respecté. La question, c'est pas sur les épaules du RS, c'est qu'à un moment donné, tu signes des contrats, il faut assumer. Mhm. Et voilà, avec toutes les choses qu'il y a autour, la capacité à trouver un combat qui a du sens sur le classement mondial, moi je trouve qu'ils ont fait du très bon boulot encore une fois au niveau du matchmaking. C'est pas le combat qu'on attendait, d'accord. Ça reste un test parce qu'on l'a pas vu depuis longtemps non plus aussi Baïsangour. Bah ouais, ça fait depuis mars dernier, donc au moment Mars du combat, dernier. ça fera 1 an et 2-3 mois, quoi. Donc, ouais. On aime la dynamique de Baïsangour d'être là pour gagner des combats et pas forcément être généreux vis-à-vis du public pour pouvoir. Parce que tous les deux, on est d'accord que sportivement, la victoire compte plus que le spectacle. 100%. C'est un peu comme ça. Mais là, je pense qu'il a des choses, entre guillemets, à prouver, dans le sens où c'est un combat qu'il va devoir gagner avec la manière. Ouais. Et c'est un combat qu'il va devoir gagner avec la manière, parce qu'effectivement, pour la suite, ça va être important. Donc non, je suis pas encore complètement hypé par ce combat-là, mais je pourrais bien l'être au fur et à mesure. Clairement. Ouais, c'est ça. Quand on se rapprochera, quand on devra faire l'analyse, on va probablement se hyper. Et la carte se construit bien. On en avait parlé la semaine passée. Donc, il y a toujours cette logique aussi. Si t'as un gros main event et puis rien derrière, ça va moins te hyper. Par contre, Ouais. si t'as une carte qui t'amène à un main event, ne fût-ce que le fait que t'aies une construction qui t'amène vers quelque chose, ça peut potentiellement plus t'exciter aussi pour le main event. Voilà, c'est comme ça que ça peut fonctionner. D'où l'intérêt de savoir construire une profondeur sur les cartes. Alors, on va passer au PFL Paris. Ça a bien bougé aussi depuis la semaine passée. Donc, pour rappel, il a lieu le 24 mai. Lors de notre dernier épisode, c'était déjà officiel que Mansour, Taylor Lapillus et Patrick Abirora seraient sur la carte. Maintenant, on a déjà les adversaires. On a le très bon Archie Colgan, invaincu en 11 combats, complet et très très intelligent. J'avais dû l'étudier parce que j'avais commenté un de ses combats, son dernier combat, je pense, ou son avant-dernier. Il est très intelligent et très stratège. Il sera en main event contre Mansour. En co-main event, on a un choc belgo-belge et ça fait plaisir. L'adversaire de Patrick Abirora, c'est Nicolas Di Franco, le frère jumeau de Sébastien qui participe, lui, au tournoi Europe. On en avait discuté la semaine passée. Nicolas nous a envoyé un petit message et donc je cite, début de la citation, « Je suis très content de signer au PFL. Patrick est un très bon combattant. Il a gagné les IMMAF et il est invaincu en pro. Je m'entraîne à 300% comme je l'ai toujours fait pour chaque combat et je serai prêt le 24 mai. Rien de mieux qu'un duel 100% belge en co-main event dans l'une des plus grosses organisations mondiales. » Fin de la citation. Je trouve ça cool. Encore une fois, comme son frère, ça montre cette motivation. On connaît très bien les Di Franco. On connaît très bien Patrick. Qu'est-ce que tu penses de ce combat, Tom? Alors, pas sur le combat en lui-même. Je vous avoue que j'aurais préféré voir ce combat-là à Bruxelles. Ouais, oui. Le PFL, il vient en octobre, c'est ça? Septembre, d'après les rumeurs. Septembre. Je crois qu'il n'y a pas encore une annonce 100% officielle par rapport à ça. Je crois que j'avais vu 20 septembre au Palais 12. Je sais comment ça fonctionne avec le Palais 12. Hein. Tu poses ton option et puis tu valides plus tard. Donc voilà. Ouais. Bon, voilà, ça c'est la seule petite déception pour moi. Ça aurait pu être le main event à Bruxelles en septembre. Je pense que, enfin voilà, un Bruxellois, deux Bruxellois, un Bruxellois d'Allotion entre guillemets, parce que Patrick passe quand même beaucoup de temps. Je sais pas s'il habite à Bruxelles maintenant. Il est de Namur, on est d'accord. Il est de Namur pour s'entraîner avec Tarek. Je sais pas s'il y a eu un déménagement ou pas. Bref. Il est vraiment entre les deux, c'est deux équipes bruxelloises qui s'affrontent. Moi, je trouvais que c'était vraiment le combat organisé ici. Mais bon, c'est pas grave, on va l'avoir
On va À Paris, l'avoir ouais. à Paris. Très bon combat. T'en as parlé hein, de deux jeunes, mais c'est quand même deux générations un petit peu différentes, Ouais. même sur l'approche du combat. Donc, d'un côté, donc, ouais, les Di Franco ont fait beaucoup de combats en amateur, pas Ouais. forcément répertoriés. Ils sont rapidement passés en pro. Alors que de l'autre côté, la stratégie de Tarek, ça a été de faire beaucoup d'amateurs, de rejoindre, pour Patrick, hein, la Ouais, stratégie pour de Tarek Patrick. pour Patrick, de faire beaucoup d'amateurs, de rentrer dans les IMMF au tout début, c'était bien vu. C'était bien vu. Et là, c'était vraiment le changement à faire à ce moment-là. Donc, avec cette grosse expérience. Non, ça m'intéresse bien. Ça m'intéresse vraiment bien. Ouais, j'ai hâte de voir ce combat-là. Mhm. Je vois Patrick favori quand même. Je vais être honnête. Je vois Patrick favori. Mais voilà, on pourra avoir une tournure de combat qui. Enfin, ça va vraiment dépendre de la tournure. Je vais pas en dire plus, parce que peut-être on analysera à un moment Ouais, donné, tu vois. ouais. Mais si. Je pense que si Nicolas veut garder le combat debout, ça va être un peu compliqué. Et je pense qu'il pourrait surprendre grâce à sa lutte, son sol. Et Mhm. ça, il l'a déjà fait sur certains combats. Ouais. Ça pourrait être une solution. Ouais, c'est ça la réalité. Pour gagner contre un Di Franco, il faut aller chercher la victoire. Et donc, du côté de Patrick, voilà, il faudrait être au top de sa forme pour aller Ouais, chercher la bah, victoire. Je je le vois pense, favori aussi. je Euh, pense qu'il ira chercher la victoire. Mais par contre, pour battre Patrick, je pense que ça va être. Il va falloir aussi chercher la victoire, tu vois. oui, bien sûr. Là, je Dans le pense sens que du côté où de Di ça. Franco, il faut venir stratégie. Hein. Il faut venir stratégie. Ça, t'as Voilà, pas le choix. exactement. Ouais. Exactement. Si les deux gars s'affrontent et ils ne se connaissent pas qu'ils se découvrent, ouais, Patrick pour moi est favori largement. Mhm. Avec bien stratégique, si Nicolas arrive, il pourrait Trouver un chemin de la victoire et gâcher la gâcher la soirée. fête, entre guillemets, quoi, Ouais, ouais. pour les fans de Patrick, clairement. Ouais. Alors, bon, je sais pas, pour te motiver ou quoi, par rapport à Bruxelles, moi j'ai entendu que on avait proposé Donovan Desmaé à Patrick. Donc peut-être que ça se fera plus tard dans l'année. Ah ouais? Après, ils sont beaucoup entraînés ensemble, hein. Ah ouais, oui. Ouais, Ça, ouais. ça, ça m'étonnerait qu'ils s'affrontent, mais ils sont quand même partenaires d'entraînement pendant longtemps, tu vois. Donc, Ouais, ouais, mais bon, je connais pas du tout les rapports qu'ils ont encore en ce moment. je sais pas. Juste entendu cette rumeur que voilà, Patrick, non, que Donovan avait été, que le PFL avait proposé notamment dans la liste Donovan euh, dans les potentiels adversaires. Donc peut-être pour plus tard, je peux entendre hein, si tu as une liste et tu vois Donovan dessus. En plus, ils se sont entraînés ensemble. Du Bah, coup, tu vas pas le choisir à ce moment-ci de sa carrière. C'est beaucoup trop risqué. non, non, et puis ils sont beaucoup entraînés ensemble. Non, non, je pense il y a quand même, une certaine amitié entre eux, donc je serais étonné. On verra. On verra. Alors, après ça, enfin avant ça, chronologiquement, mais après ça dans la discussion, on a Taylor Lapillus qui tombe sur un adversaire qu'on avait cité comme possible et qu'on aimait bien comme option, Ali Taleb. Il a Oui, remporté le PFL MENA l'an passé, il est à 12-1. Il a une victoire contre Vinicius Oliveira qui fait du très bon travail à l'UFC pour le moment. Et ce combat remonte à il y a pas si longtemps, c'était en 2022, c'était pour la ceinture de l'UAE Warriors. Alors sur ces 12 victoires, il en a 10 avant la limite. Et franchement, c'est un combat de très haut niveau, avec un côté qui m'intrigue beaucoup sur leur morphologie. Je trouve que Ali Taleb est plutôt très compact, relativement petit pour la division. Et comme Chandler, tu vois, c'est pas qu'il est petit pour la division, mais il a des appuis tellement bas qu'on a l'impression qu'il y a une grosse différence de taille avec ses adversaires. Et de l'autre côté, on a Taylor Lapillus qui est un distance point fighter mm. qui travaille très bien de son allonge et qui profite beaucoup de son énorme hip ratio. Donc ouais, ça m'intrigue. J'aime beaucoup l'opposition. Ouais, non, c'est un combat qui nous intéressait grandement. Sur le physique, alors, Ali Taleb, moi, pour l'avoir croisé, je trouve qu'il a au final, un peu le même physique que Taylor, tu vois. Donc, pas forcément des grosses jambes, mais par contre, un haut du corps super bien développé, vraiment en V comme ça, euh, très sec, tu vois, une musculature très bien dessinée. Mais effectivement, beaucoup plus bas sur les appuis. C'est pas un point fighter, c'est un gars qui va rentrer et qui va chercher des coups durs. Ouais. Gros menton, gros menton quand même. Mhm. Euh, Quand il a perdu, il s'est fait.
C'est KO qui prend, mais le non, KO, il s'est même pas fait mettre KO contre Ah non? Kakurov. Ah oui, non, non, non. Non, Ouais, mais ça allait à la décision. Il s'est pris des knockdowns à la suite, quoi. Ouais, c'était ça. On était sur place, hein, c'est ça, c'était à Berlin. Non, c'était pas. Attends. On l'a vu Non, à non, c'était Berlin. pas. Non, moi je l'ai vu. C'était pas à Berlin. À Berlin, c'était Kenji qui l'a affronté, je crois. Ah oui, mais Kenji c'est ça. On l'a vu, Bortoluzzi. on l'a vu à Berlin, mais c'était pas ce combat-là. Contre Kenji Bortoluzzi. Et Ok, après, ok. il a affronté Kakurov. Et franchement. Ah oui, j'avais commenté. C'est pour ça que Ouais, ok, mon cerveau confond les deux. On était sur place à Berlin, on l'a croisé et j'ai commenté sa défaite, le combat Ouais. d'après. Ouais. Et Kakurov, franchement, quand il frappe, enfin, il éteint, tu vois. C'est une puissance de frappe qui est démesurée, quoi. Ouais, ouais. Et il n'a pas réussi à éteindre Ali Taleb. Ouais, et même je pense Knockdown, dans son trajet vers la ceinture du PFL MENA, il a aussi pris des sacrés parpaings avant de pouvoir rebondir dans ses combats. Il n'a pas eu des combats faciles au PFL MENA, donc il est aussi testé. Non. Hein. Ali Taleb, c'est vraiment, Oui. comme j'ai cité, il a une victoire contre Vinicius Oliveira. Je crois qu'Oliveira, après cette défaite, il a fait son ascension vers l'UFC. Il vient de battre Saïd Nurmagomedov, donc on parle quand même de quelqu'un. Enfin voilà, c'est le Ah ouais, non, MMA Mat, là c'est du lourd. Donc ouais, non, très très content, très content de ce qu'a fait le PFL dessus. Ouais, ça va être un très bon combat, mais effectivement, comme tu l'as dit, on a un point fighter et puis un combattant qui va chercher à mettre KO, à boxer, à prendre l'avantage sur la puissance de frappe. Mhm. Je pense pas que ça va lutter ni d'un côté ni de l'autre. Si ça doit lutter, ce sera plutôt Ali Talem, mais je pense pas que ce soit une de ses grandes forces. Mhm. Et ouais. Très bon combat. Ça va rester debout, je pense. Ouais, j'espère. Ouais, j'espère. Alors, on a, je pense, une double exclusivité. Alors, forcément, on enregistre le matin. Peut-être que l'info va sortir entre-temps, mais voilà, au moment de l'enregistrement, on n'a pas vu l'info ailleurs. Donc, on a une double exclusivité. On aura Mayo Campanello et Azael Adjouj sur la carte. Franchement, c'est du très lourd. Hein. Mayo Campanello, son combat, j'avais Campanella, commenté. Campanella. Pardon, Campanella. Oulala, autant pour moi. J'avais commenté son combat là au PFL où il y avait Doumbé Decide. Il a fait une performance de ouf. Autodidacte, c'est un peu, enfin c'est un groupe de combattants qui s'entraînent ensemble et ils s'auto-coachent un peu. J'aime bien cette approche et le fait que voilà, on ait des belles performances qui sortent de ça. Et Azael Adjouj, toi comment on adore son style, on adore le personnage et donc ces deux gars sur la carte. On a 3 super beaux combats qui sont déjà annoncés. Ici, on a 2 noms qui s'ajoutent, qui sont géniaux. Ça se construit de nouveau très bien. On est très positif dans ce podcast. Ouais, bah écoute, clairement, hein, donc Mayo Campanella qui nous a confirmé sa participation. Donc moi, j'avais adoré sa prestation sur son dernier combat, que ce soit debout ou même au sol. Enfin, dans sa manière de combattre, c'était très bon. Et puis Azael avec qui je m'étais entraîné il y a pas mal de temps. J'ai envoyé un petit message pour savoir quelle était la suite, qui confirme aussi sa présence au mois de mai, et ça fait plaisir. Azael, il faut se rappeler qu'il est quand même à 9-1 maintenant. Hein. Ouais. 9-1, et il a 9 victoires d'affilée. Ouais. Et jeter un coup d'œil déjà sur ses combats, parce qu'il est très bon, et puis sur l'adversité qu'il a rencontré, C'est progressif comme ça, hein, et c'est très solide. C'est progressif, mais le gars n'a aucun combat qui a été facile. Hein. Non. Il a signé directement au Bellator, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, par John Kavanagh, hein, comme très souvent au final. Là. Donc, ses combats, c'est Bellator, UAE, PFL. Voilà. Donc, le régional, il connaît pas, tu vois. Enfin. Ouais, non, mais sérieusement, il est à 9-1. Il est à 9-1. Donc, non, ça fait partie des gros prospects à suivre. Et de savoir sa présence, ça va régaler. Ouais, franchement, trop hâte de cet événement. Et d'ailleurs, 3e exclusivité du coup par rapport à ça. Je sais pas si ça fait partie de l'actualité, mais je serai aux commentaires sur place de cet événement. Donc ça me fait plaisir quand je vois que la carte s'alimente très bien. Bonne exclu, on va se régaler sur les combats, on va se régaler en commentaire, c'est magnifique. Et on est à la phase où on va passer les actus en vrac avec un petit mot sur chacune d'entre elles. Donc on a Jorik Montagnac qui combat ce week-end à l'Octagone face à un excellent grappleur en Frédéric Vosgron qui a 3-0 en MMA. Pour rappel, Jorik il est quand même à 5-1 à l'Octagone, donc une victoire ici ça va drastiquement le rapprocher du titre. Chouette combattant aussi, hein. Oui.
Ouais, et là, bon, opposition de style, clairement, Vosgron, il faut à tout prix éviter le sol contre lui. Donc sympa comme test pour le poulain de Nicolas Hott maintenant. On a Claire Lopez, on avait parlé la semaine passée, mais donc son combat est demain à l'Invicta contre Tayanara Silva, c'est bien ça. Un combat qui fait sens aussi en termes de palmarès, en termes de sport, c'est assez équilibré sur papier. Donc Claire Lopez qui fait vraiment un peu plein d'organisations mondiales et qui voyage un peu partout pour représenter la France, c'est assez cool. On a le PEF 8 qui a lieu le 12 avril et voilà, on a souligné un très bon travail de Willy Sirop sur la scène amateur, la scène amateur du MMA en France. Je pense que le PEF fait aussi du très bon travail pour mettre le MMA amateur sous les projecteurs. On a Ramzan Jambiev qui est annoncé sur la carte du KSW Paris contre Mateusz Marakowski. C'est un striker qui a 12-7-1. Ancien champion Babylone, c'est pas rien. Donc un bon test. Elle a aussi une opposition de style, mais dans l'autre sens. Autant Jorik contre Frédéric, c'est le français qui est striker et le non français qui est grappleur. Ici, c'est l'inverse. Jambiev, je pense qu'il va devoir chercher le sol contre Marakowski. On a l'adversaire de Delphine Benouesh qui est connu, c'est Milady. Oula, My Lady. Non, c'est Milade Simplicio, je sais pas comment on prononce. Et elle a 5-2, donc de nouveau 5-1 ou 6-0 pour Delphine. On a toujours pas d'avancée par rapport à ce dont on a discuté la semaine passée. Elle affronte une nana à 5-2. C'est pas un palmarès non plus monté, 5-2 classique on va dire. Donc combat logique. Et puis dernière information, il y a un événement en île de la Réunion avec le GFTC 3e édition. C'est mince, j'ai pas noté la date. Tu me l'avais envoyé. C'était pas ce week-end? C'est ce week-end, il me semble. Non, ouais, c'est ce week-end, c'était ça. En main event, Anthony Grondin, si je dis pas de bêtises. Ça aussi, voilà. ça bouge. Il y a pas mal d'événements qui commencent à s'organiser à La Réunion. Donc c'est bien, on leur envoie un peu de force parce que pas facile d'être un combattant là-bas. Parce que c'est une île qui est relativement isolée, tu vois. Tout à fait. Ouais, donc mais en fait c'est vraiment cool à voir parce que maintenant qu'on fait ces épisodes, on se rend compte à quel point il y a du mouvement dans le MMA francophone. Dernier épisode, c'était il y a une semaine, on fait un épisode de 40 minutes et je trouve qu'on est rapide sur les sujets quoi. Donc ouais, ça bouge bien, c'est cool. Ah ouais non, clairement. Et je me demande s'il n'y a pas encore une petite organisation qui organise des combats en amateur ce week-end en France, enfin une moyenne organisation avec des combats. Mais ça, vous me direz en commentaire. Ouais, je sais qu'il y a des MMA League aussi qui prennent place un peu partout. Je pense que j'avais vu French. D'ailleurs, ceux qui veulent suivre vraiment le MMA, voilà, ceux qui veulent suivre le MMA français de près et en direct, le compte à suivre, c'est French MMA. Ils partagent tout, MMA League, enfin vraiment tout ce qui touche à la France, il va le partager et c'est parfait pour un suivi au tac au tac. C'est ça, Duel Fighting qui se passe à Aix-les-Bains. Ah ben voilà. Ils viennent d'annoncer 8 combats et c'est combat amateur. Donc non, ça bouge, c'est bien. Ouais, quand on est combattant français, on a beaucoup d'opportunités. Clairement. Brian, un tout grand merci les amis, merci à tous d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Pensez à vous abonner, à commenter pour donner de la force à ce genre de format et si vous voulez aussi donner de la force à la chaîne, si vous avez besoin de boire de l'eau de manière facile, efficace et bonne pour la santé, les Gourdeco. On est affilié à eux, donc le lien en commentaire, ça vous permet d'avoir un code promo et nous de récupérer un tout petit peu de finances. Et pareil avec Nutrimuscle, si vous avez besoin de compléments alimentaires, très très solide marque. Jusqu'au 30 avril, donc vous avez le temps finalement, jusqu'au 30 avril, notre code promo c'est moins 15% plutôt que moins 5%. Donc voilà, réfléchissez bien à si vous voulez prendre des choses et vous avez jusqu'au 30 avril pour profiter de cette promotion temporaire. Les amis, merci. Brian, merci. À très vite. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.